Un dimanche matin de janvier à Reykjavik, la capitale islandaise. Les fidèles sont venus assister à la messe donnée ce jour-là par l'une des femmes prêtres de la plus grosse congrégation de Reykjavik. Elle est de celles qui, au sein de l'église luthérienne, religion d'État, veulent non seulement renforcer la place des femmes dans l'institution, mais aussi neutraliser le genre dans l'idéologie et le discours religieux. Si on veut exprimer sa foi en Dieu, il faut le faire de façon à ce que tout le monde se sente inclus. Dieu n'est ni une femme, ni un homme, ni une mère, ni un père. Alors je me suis mise à parler de Dieu sur le mode neutre. Et en même temps, je pense que c'est important de pouvoir parler de Dieu au féminin. Alors je l'appelle « elle » quand c'est possible. Et ce que je veux aussi changer, c'est le rôle des femmes au sein du Parlement de l'Église et des instances dirigeantes. Il n'y a que 20% de femmes dans ces groupes. Et c'est là que tout se décide. C'est là qu'est le pouvoir. Le lendemain de notre rencontre, Gudrun allait remettre à l'évêque d'Islande, elle aussi une femme, les témoignages de 64 femmes prêtres victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles, rejoignant ainsi le mouvement MeToo. Le militantisme au féminin, une spécialité islandaise. Le pays est en tête du classement du Forum économique mondial sur la parité homme-femme depuis 9 ans. Dernier coup d'éclat, l'entrée en vigueur en janvier d'une loi obligeant les entreprises privées et publiques de plus de 25 salariés à payer hommes et femmes de manière égale et à le prouver sous peine d'amende. Une première mondiale, mais une évidence pour le PDG de la branche islandaise de cette célèbre enseigne. Cela fait déjà 5 ans qu'il met en application la nouvelle loi qui concerne non seulement la parité homme-femme, mais aussi les discriminations liées à l'origine ethnique, l'âge, l'orientation sexuelle ou le handicap. Ici, la moitié des effectifs est féminin. Marketing, finance, vente, achat, logistique, la majorité des postes de direction est aux mains des femmes. Voilà la logistique. Avant, il n'y avait que des hommes, et maintenant, on n'a que des femmes. Voilà les ventes. Ce sont 3 femmes qui gèrent tout, toutes les ventes de toute l'entreprise. J'ai commencé en 2007, à temps partiel, en même temps que mes études. J'ai toutes les opportunités qu'il me faut ici. Il n'y a aucune différence entre hommes et femmes. On a les mêmes salaires, le même traitement pour tout. L'égalité des chances pour Thor Evarsson, c'est avant tout la garantie du succès. Je crois qu'il est absolument impossible d'avoir une entreprise rentable sur le long terme si votre personnel n'est pas heureux. Si la moitié du personnel n'est pas heureux, c'est totalement impossible d'avoir un bon business. Des employés heureux produisent plus, vendent plus, et en fin de compte, tout le monde y gagne. Cette vidéo est l'un des clips de la campagne lancée il y a plusieurs années par l'un des principaux syndicats islandais. L'une des initiatives visant à réduire les disparités hommes-femmes en matière de salaire et d'ascension professionnelle. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi ne doit pas faire retomber la pression, souligne le président du syndicat. C'est ancré dans notre culture que les hommes doivent être payés plus que les femmes pour le même travail. On a aussi une loi qui prévoit qu'il y ait le même nombre d'hommes et de femmes dans les conseils d'administration des entreprises.
Mais on a encore du mal à trouver des femmes qui acceptent d'être au conseil d'administration des entreprises et des institutions. Il va falloir continuer à se battre, sans cesse, car on a constaté que dès qu'on s'arrête, le fossé se creuse de nouveau. Le combat ne date pas d'aujourd'hui. Gerdur faisait partie du comité d'organisation de la journée dite sans femmes du 24 octobre 1975. 90% des Islandaises avaient cessé toute activité et manifesté dans tout le pays pour défendre leurs droits. Les femmes venaient de toutes les directions, comme des rivières. Elles se sont réunies sur la place, comme un grand océan. C'était très impressionnant, toutes ces femmes au coude à coude. Je crois que c'était le fondement de ce qui se passe aujourd'hui. Il y avait une telle unité. La journée de 1975 s'est reproduite depuis à plusieurs reprises. En 2016, les femmes islandaises cessaient de travailler à 14h38 pour manifester contre l'écart salarial persistant entre hommes et femmes, qui reste de 16% en moyenne. La combativité des femmes islandaises, c'est notamment l'héritage d'un siècle de lutte des mouvements féministes et de leur forte présence sur le marché du travail, nous dit cette universitaire. Mais pas seulement. Quelles sont pour vous les raisons d'une telle mobilisation? Y a-t-il une spécificité islandaise? Je crois que la petite taille du pays contribue au phénomène, car cela facilite le fait d'avoir des relations étroites, des réseaux, des connexions. Et les flux d'informations sont très faciles et rapides. Alors les femmes peuvent agir, se mobiliser en très peu de temps. Une mobilisation qui a contribué à la forte présence des femmes en politique. En 1980, l'Islande était le premier pays au monde à élire une femme à la présidence de la République. En 2009, dans le siège de la crise financière qui fit tomber le gouvernement, une femme devenait Premier ministre pour la première fois dans le pays. En novembre 2017, Katrín Jakobsdóttir, figure charismatique du parti gauche vert, prenait les rênes de l'exécutif. Le dénouement d'un scandale de pédophilie qui fit chuter le précédent gouvernement. Mais en même temps, le nombre de femmes députées passait de 48 à 38% au Parlement. En Islande, la parité passe aussi par les hommes. Comme Hjalmar, que nous retrouvons en plein tournage d'un sketch destiné aux réseaux sociaux. Je travaille pour une entreprise familiale, mais maintenant, je me consacre surtout à la comédie. Et j'entame un congé paternité de 6 mois. Je vais aussi prendre des vacances. Du coup, je vais passer 8 mois au total avec mon fils. C'est ça l'Islande. Père et mère en Islande ont droit à 3 mois de congé parental chacun, plus 3 mois à partager. Hjalmar va s'occuper à plein temps du petit garçon de 8 mois qu'il a eu avec sa compagne Ljósbrá. Directrice dans une grande banque islandaise, elle vient de reprendre le travail. Au début, quand il commence à grandir, à découvrir de nouvelles choses, à apprendre, c'est bien pour moi d'avoir ce lien. J'étais en congé maternité au début et je m'occupais de tout. Maintenant, je dois laisser la maison et lui passer le relais. Pour moi, c'est vraiment important de pouvoir reprendre mon travail, de garder mon emploi et d'avoir un salaire aussi élevé que celui des hommes. Mais aussi, il faut qu'on ait les mêmes droits dans tous les domaines. Ça ne peut pas être juste une égalité salariale. Nous devons tous les deux pouvoir passer du temps à la maison, et c'est normal. Normal peut-être, mais dans 60% des cas, ce sont encore les femmes qui prennent l'essentiel des 9 mois de congé.
Motif, un parent en congé touche 80% de son salaire et ceux des hommes restent plus élevés. L'égalité en Islande s'apprend aussi à l'école. Hanna Björk Williamsdottir a été la première à lancer un cours dédié aux questions de genre dans ce lycée, il y a 10 ans. La matière, obligatoire, est maintenant au cursus de 27 des 33 lycées du pays. Nous analysons la société ensemble et essayons de voir comment et pourquoi il y a des discriminations entre genres. Et mon premier objectif est de leur faire réaliser que c'est un fait. Parce qu'ils n'en sont pas tous conscients. Ils pensent que c'est dans l'ordre des choses. Je me suis rendu compte que cela les émancipait vraiment, de prendre conscience des stéréotypes. Mais l'objectif principal, en fin de compte, c'est de les rendre plus heureux, des adultes plus heureux. Des gens plus heureux font de meilleures sociétés. Thème du jour, l'homophobie, dont venait de faire l'objet un élève de l'établissement battu en pleine rue. Ici, on s'attaque sans tabou à toutes les formes de discrimination. Et cela fait mouche. C'est beaucoup plus important qu'un tas d'autres choses qu'on apprend à l'école. Comme par exemple la biologie, vous savez, l'étude des plantes. Je ne crois pas que cela puisse nous servir un jour à quoi que ce soit. Mais l'étude des genres, c'est quelque chose à quoi on est confronté tous les jours, dans à peu près toutes les situations impliquant des personnes. Je pense qu'il n'y aura d'égalité nulle part, dans aucune société, si le système scolaire n'y contribue pas de façon active. On façonne les idées ici, on plante des graines. Planter les graines de la parité dès le plus jeune âge, c'est le pari de Margrét Pála Ólafsdóttir depuis près de 30 ans. Elle a créé la méthode d'Itriadli, appliquée dans une vingtaine d'écoles maternelles et primaires d'Islande. Le principe, séparer les garçons et les filles pour leur permettre de s'épanouir pleinement. Les activités sont les mêmes pour tous. Jouets, outils pédagogiques, vêtements sont unisexes. Une fois par jour, garçons et filles se retrouvent pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Une méthode qui, selon l'éducatrice, permet aux enfants d'échapper aux comportements stéréotypés inévitables, dit-elle, dans les classes mixtes. Nous voulons que les filles sortent de leur zone de confort. On veut leur apprendre à faire du bruit, leur apprendre à crier, sauter, à occuper l'espace, vous savez, à imposer leur voix. On veut qu'elles soient sociables tout en étant fortes sur le plan individuel. Et les garçons, on veut qu'ils soient aussi plus qualifiés socialement. Si on les aide vraiment à devenir les meilleurs individus possibles, en dehors des stéréotypes garçons-filles, ils sont tous dotés de qualités individuelles et sociales. C'est cela qu'on veut, pour que tous se retrouvent ensuite comme des personnes à part entière. Exister à part entière, c'est ce que revendiquent les membres du groupe Reykjavíkur des Tours ou les filles de Reykjavik. Un collectif d'artistes et un groupe de rap exclusivement féminin qui s'impose peu à peu dans un univers très masculin. On s'est simplement fait une place dans un univers musical, un genre qui ne laissait pas beaucoup d'espace aux femmes. On fait exactement ce que l'on veut sur scène, sans s'en excuser. Je crois que le féminisme aujourd'hui, ce n'est pas juste occuper l'espace.
Mais c'est aussi ne pas avoir peur d'explorer toutes les facettes de ce qu'est être une femme. Pas juste le côté joli ou sexy, mais exploiter tout l'arc-en-ciel que cela représente. Parce qu'on vit encore dans une société structurée qui nous pousse vers le bas, vous savez, c'est un fait. Les filles de Reykjavik s'engagent parfois, comme pour cette séance photo pour une campagne onusienne contre les violences faites aux femmes. Mais l'essentiel, disent-elles, c'est d'être elles-mêmes. Je n'ai pas rejoint le groupe pour le côté féministe, mais pour faire la fête et faire du rap. La chose la plus féministe, c'est juste d'être, de faire ce qu'on fait. Faire tout ce qu'on veut et dire tout ce qu'on veut dire. On peut aussi faire la fête. C'est pas réservé aux hommes. Nous aussi, on peut. Ça, c'est féministe.